Et il y avait des relations anciennes qui se sont tissées entre les deux. Les Dogons étant des agriculteurs, les Peuls sont des nomades avec des troupeaux. Donc aujourd'hui, il y a aussi derrière tout ça, il y avait des litiges fonciers, territoriaux, très anciens, mais qui se réglaient avant avec les systèmes traditionnels. Bon, c'est tout ça qui a explosé avec l'arrivée du djihadisme, ou en tout cas les uns suspectent les autres de connivence avec des groupes djihadistes. Et comme souvent par hasard, ces groupes djihadistes locaux recrutent beaucoup plus chez des Peuls, parce que les Peuls sont musulmans à 99%, donc les autres, les ethnies sédentaires agriculteurs, pensent naturellement que donc la violence est contre toutes les Peuls et que donc c'est ça qui crée l'amalgame. Et le danger, c'est que l'État a encouragé souvent la création des milices pour se protéger de ces djihadistes. Donc c'est ça qui a compliqué un peu la situation, qui fait qu'aujourd'hui, cette milice Dan à Massagou, qui avait donc pour objectif de défendre les Dogons et l'identité Dogon, qui était d'abord une association purement culturelle, et qui glissait vers la sécurisation du pays Dogon, et qui avait été reçue par le pouvoir. Donc, ce qui a créé de l'amalgame. C'est pour ça que je reviens toujours au rôle souvent du pouvoir. Et qui fait qu'aujourd'hui, les intellectuels, certaines élites peules maliennes disent que tout ça, c'est instrumentalisé par le pouvoir, et notamment par l'actuel Premier ministre, Soumaïlou Boubèye Maïga, qui est quand même un poids lourd du système politique malien depuis 20 ans, et qui connaît tous les acteurs. Donc ça, c'est un des points importants. Le deuxième point, c'est sûr que c'est que quand on encourage la milicialisation du pays, on l'a vu dans la crise du Nord avec les Touaregs, on a créé des milices pour faire face aux MNLA, des milices Imgad, donc des Touaregs vassaux, et ça donnait toujours des massacres entre donc différentes communautés ou classes sociales. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de tester encore plus dans le centre du Mali, où on sait que les gens sont extrêmement mélangés. Et sur fond, je répète toujours, de crise territoriale et pastorale. Parce qu'il y a une dimension écologique qu'on ne parle pas. C'est sûr que les terres se raréfient. On est dans des zones sahéliennes, donc où les gens qui sont, les Dogons sont sur les plaines, ont une densité très forte. Donc il y a des Dogons qui sont tentés aussi de descendre pour venir chercher des terres pour cultiver en bas. Et donc ça crée des frictions puisque les Peuls étaient dans ces zones-là et ont besoin d'espace pour le pâturage. Donc c'est tout ça qui est mélangé, on fait des amalgames. Et ensuite, pour beaucoup de Maliens, les gens qui commettent ces massacres ne seraient pas des Maliens. Donc, et ils seraient qui? Alors, certains disent que parce que ça serait des milices ou des miliciens recrutés, des mercenaires, des gens qui ne parlent aucune langue du Mali, ou qui seraient peut-être des Ivoiriens ou des Sierra-Léonais. Enfin, donc il y a toutes sortes d'informations qui sont pas très très clarifiées. Et c'est pour ça que je pense que cette fois-ci, on va profiter pour aller au fond des choses et mener des vraies enquêtes pour savoir qui est derrière tout ça. Parce que l'association, la milice Dogon, qui a été dissoute par le pouvoir, son chef Toloba avait dit ouvertement que lui n'a rien à voir, sa milice n'a rien à voir avec ces massacres, et que quelqu'un les commet pour justement piéger les Maliens pour que les gens s'entretuent. Alors, est-ce que c'est des groupes islamistes qui fomentent ça sous couvert de chasseurs? Tout est possible. Parce que ce qui est sûr, on sait que le mouvement des Yad Agali, donc le Génim, qui promet toujours le djihad et qui est en confrontation ouverte avec l'État malien. Ils ont commis un massacre il n'y a pas longtemps sur l'armée malienne à Djoura. Connaît très bien Yad, connaît très bien les dynamiques dans le centre du Mali. Il sait très très bien que les ethnies sont imbriquées et que tout ça, si on arrive à créer le chaos là, ça va contaminer tout le pays. Donc c'est pour ça que c'est très important et ça demande de la vigilance de chaque Malien et de chaque Malienne et surtout des dirigeants. C'est sûr que le pouvoir actuel n'a pas été à la hauteur, il a été reconduit après les élections qui ont été contestées, sa légitimité est très faible, et sur ces questions-là, c'est sûr qu'on est quand même toujours pas loin d'une situation qui devient ingérable.
C'est pour ça que c'est important de suivre comment les choses vont se présenter dans les jours et les mois à venir. Mais ce qui est sûr, le IBK a limogé quelques généraux, des officiers supérieurs, notamment le chef d'état-major. Mais est-ce que ça va suffire? Il y a une grosse colère qui monte, et dans l'armée, et les épouses des militaires ont manifesté il n'y a pas longtemps, et puis surtout dans le corps social du pays, parce que les gens ne comprennent pas comment on peut se faire massacrer comme ça en 2019 dans des conditions épouvantables. Quelle est la cartographie actuelle du conflit au Mali? Mais la cartographie, c'est qu'on a une stabilité, une relative stabilité dans le nord, là où tout avait commencé, à Kidal et dans l'extrême nord, parce qu'il y a une base, l'armée française est installée, les groupes sont à peu près cantonnés, dans la mesure où l'armée malienne n'est plus sur le théâtre d'opération, donc ces zones-là sont relativement calmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le front est en train de basculer vers le centre, où là, on a vu apparaître des mouvements, des groupes islamistes qui sont très mobiles et qui se fondent dans la population en posant des engins, des bombes, et qui essaient justement de provoquer ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire de créer de l'ethnicité dans des zones où les gens sont très mélangés, où là, il y a de la densité, ce qu'il n'y avait pas avant dans le nord, dans le Grand Nord. Pour que l'on comprenne bien, donc l'armée française fait l'interface, fait le tampon entre l'armée malienne au sud qui n'arrive pas à prendre le dessus sur les rebelles du nord. C'est ça, donc on aurait l'armée française entre les deux et les zones du nord qui restent contrôlées par des miliciens. Mais non, le nord, il y avait eu des accords, donc des accords qui avaient été signés par l'État malien et des groupes armés Touareg du nord, qu'on appelle l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger donnait une relative accalmie, puisque certains groupes signataires sont aujourd'hui, ont le contrôle à peu près de Kidal et cette région, où l'armée malienne n'y est pas, où elle est vraiment très timidement et souvent secondée par l'armée française. Mais en même temps, cette zone est le domaine de compétence de l'opération Barkhane. Donc la France fait des patrouilles. C'est la France qui gère cette région. Gère presque cette région. Et dans cette région, c'est dans cette région que les milices djihadistes sont venus s'implanter. Oui, les milices djihadistes étaient dans ces zones-là, mais ils ont été beaucoup affaiblis par la présence française qui... Oui. Donc souvent, comme ils sont mobiles, ils sont progressivement fondus en descendant. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le focus se fait sur cette région du Mopti, qui est le centre. Et quel rapport il y a entre les anciens ou les actuels groupes armés Touareg et les milices djihadistes? Mais le lien est toujours là, puisque le leader du groupe islamiste principal Touareg malien, qui s'appelle Yad Agali, est celui qui a fédéré des groupes et aujourd'hui créé ce qu'on appelle la fameuse Katiba Massina, qui est dirigée par un Peul qui s'appelle Amadou Koufa. Ce qui fait que Koufa prend ses ordres de Yad, qui est le leader Touareg islamiste, qui est l'ennemi public numéro 1, recherché depuis d'ailleurs le début des hostilités en 2012. On n'arrive toujours pas à mettre la main sur lui. Ce qui est d'ailleurs assez curieux, puisque tout le monde sait qu'il se cache entre Kidal et la frontière algérienne. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la crise est de plus en plus dans le centre. Et ce qui permet d'oublier le Nord. Alors que le Nord, rien n'est réglé. Sauf qu'il y a une accalmie relative parce que les groupes islamistes, les groupes fréquentables, les Touaregs fréquentables, donc le MNLA et tous ces groupes signataires, sont en paix parce qu'ils ont ce qu'ils les cherchaient. Alors, ils continuent à gérer cette région tranquillement, au sud et à la barbe du pouvoir de Bamako, qui est tellement préoccupé par le centre qu'il oublie au nord. Donc c'est ça le risque. Et le risque, de plus en plus, c'est la dépossession de l'État de ses prérogatives. Et l'État, plus il bat en retraite et il encourage donc des milices de se créer, alors que tout le monde sait que les milices, par nature, sont mouvantes et ont des intérêts qui peuvent changer et devenir incontrôlables. Donc pour moi, ces massacres peuvent être commis par des milices qui ont peut-être, même s'ils ont été créés ou suscités par l'État, peuvent lui échapper. Enfin, en tout cas, donc pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne sait pas qu'est-ce qui est derrière ces milices ou qu'est-ce qui est derrière ces massacres. On peut simplement que déplorer la sauvagerie, la barbarie.
et qui doit nous interpeller et, en tant qu'Africains et en tant tout simplement qu'être humain. Dans les conflits en Afrique, il y a toujours une dimension économique. Quels sont les enjeux économiques du conflit malien aujourd'hui? Alors, les enjeux, c'est ce que j'ai soulevé. C'est sûr que par rapport, on n'est pas dans la dynamique de la RDC où on a des minéraux stratégiques qui sont exploités dans des conditions épouvantables par des enfants, Alors là, on n'a pas de ressources clairement identifiées. On a du potentiel, c'est sûr qu'on a du phosphate à Bourem, on a des réserves importantes de pétrole dans le Sahara central. On estime qu'il y a de l'or dans le massif de l'Adrar des Iphoras, mais on est encore loin de l'exploitation ou de la pleine exploitation de ces ressources. Mais ce qui est sûr, on est dans des territoires fragiles, avec des écosystèmes fragiles, donc c'est sahélien, donc les pâturages sont très convoités entre des populations qui sont sédentaires par rapport aux nomades, et ça crée des conflits. Donc les conflits ont toujours existé dans ces régions, mais ce qui est grave et qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'elles sont en train de se militariser. C'est pour ça que même cette confrérie des chasseurs, qui sont souvent une institution du Mali, et les chasseurs n'ont jamais été des gens armés de Kalachnikov et qui viennent et qui tirent sur tout ce qui bouge. Dans la culture des chasseurs et des confréries des chasseurs, on doit respecter toute vie. On doit faire des sacrifices, des cérémonies très compliquées pour rentrer là-dedans, dans la confrérie, et on doit respecter certains éléments, tous les êtres. C'est pour ça d'ailleurs que aussi les chasseurs maliens se disent haut la main qu'ils n'ont rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec leur culture. Ce n'est pas dans leur philosophie d'agresser des gens gratuitement. De venir éventrer des femmes enceintes ou tuer des enfants. C'est pas dans leur ADN. Exactement. Et que donc s'il y a peut-être... Alors, la question c'est qui gagne à s'habiller en chasseur pour venir avec des Kalachnikov et massacrer. Ça, je pense que les enquêtes vont le dire. Les CPI commencent à s'y mêler. Alors, le tollé était tellement généralisé qu'on va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une enquête cette fois-ci implacable de terrain? Mais moi, j'ai hâte de savoir, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va mettre les moyens cette fois-ci pour arrêter avec les milices? C'est un dossier que nous allons suivre bien évidemment et on va voir quels seront les développements dans les jours à venir. Nous allons prendre le deuxième dossier de cette émission, c'est la RD Congo. Et dans les tweets, deux grands thèmes ont émergé cette semaine. Il y a des tweets en rapport avec les relations qu'entretient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de la RDC, avec son prédécesseur. Pour beaucoup, le cordon est tellement fort qu'il y en a qui croient que l'ancien président continue à diriger. Il y a des tweets qui sont dans ce sens-là. Et puis il y a des tweets qui sont liés à la visite de Félix-Antoine Tshisekedi au Rwanda. Oui. Il s'est incliné devant le mémorial du génocide. Le geste a outré un certain nombre de Congolais. Et il a écrit un message qui n'a pas apaisé le foule. Donc on va lire un peu le tweet. Okay. Jacques Ndala, la lutte que nous menons contre la Kabylie doit continuer sans fléchir, même sans le soutien de Fachi. Fachi, c'est l'actuel président. Aujourd'hui complice de la tricherie avec Kabila. Résistons à jamais. Fayulu Martin, président élu, signé le patriote résistant. Hervé Diakessi. La RTNC, c'est la radio-télévision nationale congolaise, nous annonce un message important de la présidence et en nous faisant languir, on nous montre la fête de l'association des amis de Fachi, aka Asofachi. Franchement, si on s'énerve contre ces Djalilo, on sera toujours haineux, jaloux, ça doit cesser.